Bonjour à toutes et tous qui nous avez rejoints en ligne ou en présentiel pour ce café débat. Le café débat sur la thématique de la gestion de l'eau de pluie. On est très heureux d'accueillir l'équipe de l'IRA et ses partenaires pour nous informer sur cette thématique et partager des réalisations qui ont eu lieu dans le cadre, spécifiquement dans le cadre d'un projet de partage des savoirs. Donc, je ne vais pas aller plus en avant sur la thématique parce qu'ils vont pouvoir nous éclairer là-dessus. Pour vous dire comment va se dérouler ce café débat, on a plusieurs interventions qui sont prévues. Tout d'abord, une présentation thématique sur la question de la gestion de l'eau de pluie et comment intégrer au niveau stratégique dans les projets des ONG la gestion de l'eau de pluie avec Marc Sylvestre qui est à ma droite, directeur de l'IRA, donc Alliance internationale pour la gestion de l'eau de pluie. Ensuite, on aura un retour d'un atelier qui a eu lieu au Sénégal en avril sur la sensibilisation à cette question de l'eau de pluie et dans lequel des partenaires d'organisations membres de la FGC ont pu participer. Et on a la chance d'avoir Ndeye Rama en ligne de l'Association sénégalaise pour la gestion de l'eau de pluie qui reviendra sur cet atelier et Marion Dunant, chargée du projet de partage des savoirs Partageau à l'IRA, qui est avec nous dans la salle. On aura également le témoignage d'une organisation membre qui a proposé à ses partenaires de venir à cet atelier. Monsieur Claude Studer de l'association du site qui est là aussi avec nous pour ce témoignage. Le tout se terminera au niveau des interventions à 13h30 maximum. Comme ça, on aura encore une bonne demi-heure pour vos questions, les échanges, à la fois en ligne et puis ici dans la salle. Donc, pour les personnes en ligne, comme d'habitude, vous pourrez lever la main, soit physiquement, soit avec les petites applications de Zoom pour qu'on puisse vous passer la parole. Et il y a toujours aussi le chat pour poser des questions au fur et à mesure et qu'on pourra reprendre une fois qu'on a fini les témoignages. Donc, on va faire le déroulé des interventions et puis prendre vos questions à la fin. Voilà. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Marc qui va commencer ce café débat. Bonjour à tous, Marc Sébastien, je suis directeur de l'IRA, donc l'Alliance internationale pour la gestion de l'eau de pluie. Et donc on va revenir, on va discuter un petit peu de d'eau de pluie parce que c'est important, c'est pas assez, on le considère nous en tout cas pas assez pris en compte euh, parce que c'est une ressource qui est bon sous-estimée et qui est pourtant avec un très fort impact que ce soit pour différents usages. Donc, ouais. Et alors, nous, l'IRA, on est une ONG suisse fondée en 2002 à Genève, donc après le sommet mondial du développement, Johannesburg. Et on est membre de la FGC depuis 2020. Notre vision, c'est une vision d'équilibre avec un accès, voilà, communautés vulnérables au changement climatique sont capables de couvrir leurs besoins. C'est-à-dire que ce soit et les communautés, mais aussi les écosystèmes, et qui est assez d'eau et une bonne gestion des ressources naturelles. Notre mission, on la transmet, on la transfère au travers de projets. On essaye de montrer l'impact qu'une citerne de collecte d'eau de pluie au niveau d'une école ou que tout un travail de collecte à un niveau de bassin versant peut avoir sur les communautés, mais aussi sur les écosystèmes. Et un écosystème qui est sain, ce sont des communautés qui ont des capacités d'être plus résilientes et plus en mesure en fait d'assurer et leurs besoins et dans ces grands changements climatiques d'être voilà de mieux vivre. Et tout ça, on est une alliance aussi. On travaille donc pas seul dans notre coin, mais on travaille avec un ensemble, un réseau d'organisations nationales
ou de réseaux sous-régionaux aux États-Unis, au Mexique. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu là où se trouvent nos partenaires. Tout simplement parce qu'en fait, le préalable de base, c'est que l'eau de pluie, ça a des millénaires, c'était la ressource première en eau. C'est juste que nos sociétés, avec le temps et la technologie et l'ingénierie, on a oublié cette ressource-là, et pourtant, elle s'avère dans des pics de chaleur, dans des sécheresses ou dans des inondations, une ressource qui est à la base même de ces problématiques-là. Donc, ouais. Alors nous, on a voulu démontrer et splitter en fait une stratégie sur 5 programmes. Donc on a de l'accès à l'eau pour des usages de boissons ou pour des usages plus agricoles, ou encore à un niveau de plus de bassin versant, de gestion de ressources naturelles et gestion des ressources en eau. Et aussi sur un côté urbain avec des acteurs type OCO qu'on salue et qui font partie aussi enfin, qui nous aident sur d'autres programmes dont le projet Pluie. Euh, voilà, une gestion, la réintroduction de l'eau de pluie en ville. Et voilà, ce programme 5 donc plus partage, connaissance, réseautage à des niveaux, à un niveau mondial, on va dire. Juste pour vous indiquer, ce Café Débat, il s'inscrit dans un projet de partage de savoir de la FGC qui s'appelle Partagéo, donc en alliant les aspects géographiques et puis le partage de connaissances autour de l'eau, d'où le nom annoncé. Et donc, en fait, on part de notre réseau comme à part les marques, donc différents pays, différentes organisations nationales en termes de pays. Et puis, on est parti aussi des préoccupations de la plateforme souveraineté alimentaire de la FGC, dont on fait partie. Donc, des interrogations sur des projets qui manquent d'eau. Donc, on a discuté avec différentes ONG de la PSA et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait au sein de notre alliance et au sein des ONG de la PSA, il y avait peut-être des synergies ou des endroits, des blocs, ouais, des convergences géographiques. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc voilà, c'est ce projet Partagéo, c'est un projet de partage de connaissances entre notre alliance et les problématiques des ONG de la PSA. Donc, toujours sur nos domaines de compétences, comme Marc l'a bien expliqué. On va revenir dessus. Donc, Partagéo, et voilà, c'est sensibilisation des organisations membres de la PSA de la FGC, donc par le biais de ce café débat, par le biais d'une série de webinaires en ligne, donc qu'on va vous présenter tout à l'heure. Mais c'est également une sensibilisation auprès des partenaires de ces organisations membres par le biais d'un atelier de sensibilisation qui a eu lieu au Sénégal en avril dernier, dont on va vous parler prochainement. Et puis, un atelier de sensibilisation au Burundi qui va avoir lieu en fin d'année. Et l'idée, donc, c'est de mettre en réseau tous ces acteurs de gestion d'eau de pluie pour accompagner vers la mise en œuvre et la prise en compte de l'eau de pluie dans les projets de chacune de ces ONG. Donc voilà la présentation de nos différents webinaires. Le prochain a lieu le 27 juin. Donc on vous remettra toutes ces informations à la fin de notre présentation. Comme ça, vous pourrez bien vous en imprégner. Mais sachez que voilà, ça fait partie de ce projet de partage de savoir, partage de connaissances. Alors, je laisse Marc, du coup, vous faire l'introduction sur la gestion d'eau de pluie. Alors, peut-être partir d'un préalable, à savoir ce qu'on pense savoir. Et repartir du cycle de l'eau et des grands changements qui s'annoncent. Donc, on nous parle de moins d'eau, de désert au niveau, enfin, nous, on travaille au Sénégal, donc les zones sahéliennes, encore plus de désert, le désert qui avance et tout ça.
Le fait est que les vrais changements qui vont se passer dans ces grands cycles de changement climatique, ils vont avoir des impacts sur deux variants. Ça va être la variabilité et l'intensité des pluies. Euh, dans notre monde, dans notre planète bleue, il y a un volume qui est fini d'eau et c'est toujours le même. C'est-à-dire que on a 10 et on garde 10 et c'est pas qu'on est en train de perdre de l'eau ou quoi que ce soit. C'est juste que ces changements climatiques vont amener la variabilité. La variabilité, c'est quand on avait si on a un fermier qui a prévu d'avoir une saison des pluies de juin, juillet jusqu'à septembre, à savoir 4 mois. En fait, cette saison des pluies-là, elle risque de se retrouver sur 3 mois, 2 mois, voire un mois. Mais la quantité sera la même. Et ça va impacter l'intensité. L'intensité, c'est-à-dire que vous aurez plus ou moins la même chose, mais dans des intensités différentes. Alors bien sûr qu'après, si vous me dites oui, mais non, en fait, il pleuvait plus, si on va vraiment dans le détail, et effectivement. Mais par exemple, pour casser un peu ce qu'on croyait, qu'il y allait avoir plus de désert, bah, en zone sahélienne, on attend une augmentation des précipitations, une augmentation de l'humidité et des pluies. Le fait est que effectivement, s'il n'y a pas d'arbres, bah, ces pluies-là, au lieu d'être là, de tomber sur un sol et de venir vraiment d'être un bénéfice à de l'agriculture ou quoi, elles vont être encore plus destructrices sur des sols nus, sur des sols désertiques, sans arbres, où on va avoir en 2 mois la quantité de ce qu'il y avait donc voilà, précédemment. Donc c'est vraiment ça c'est un concept qui est important variabilité, intensité et ce qui nous emmène en fait sur sur ce qui vient après en fait, c'est voilà. Le challenge, ça va être comment on va gérer le trop d'eau et le pas assez d'eau. Euh, l'idée, c'est que soit on reste dans un status quo et on va avoir des périodes de sécheresse qui vont être d'autant plus longues, sachant que la période de pluie se raccourcit. Donc on n'est plus sur du 8 mois, mais on va être sur du 10 mois de pas de pluie. Et donc là, des sécheresses très, très dures ou du trop de pluie au moment où il va pleuvoir. Donc, l'idée, ça va être de comment on va faire en sorte de jouer avec ce trop d'eau et ce pas assez d'eau pour venir lisser les moments où il y a des aléas extrêmes. Et ce lissage, en fait, c'est ça, non, ouais. Tout va jouer dans la capacité de stocker. Alors là, je suis pas en train de vous dire qu'il va falloir construire des centaines de millions de citernes. Le plus gros stockage que vous pouvez avoir, c'est le sol. Donc, c'est comment on va pouvoir venir stocker l'eau qui tombe et faire en sorte qu'elle puisse nous être bénéfique sur des plus longues périodes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, il faut sortir aussi de cette pensée ou de cette légende que, bon, de toute façon, vous savez, il y a un côté psychologique. C'est pour ça que dans notre travail, on a des difficultés à revenir sur l'eau de pluie. C'est que l'eau de pluie, un volume fini. C'est-à-dire qu'il pleut, s'il pleut en juillet, il va pas pleuvoir en mars, et il va pleuvoir de juillet à septembre. Soit vous êtes là en train de collecter votre eau, soit vous n'êtes pas là et vous attendez mars prochain. Donc ça, c'est assez simple. Et psychologiquement, se sortir de cette ressource infinie qu'on a dans les sous-sols et qui ne se tarit jamais, voilà, il faut se sortir de ça et il faut se dire, bah non, en fait, il faut qu'on change de logiciel, qu'on collecte ce qui est là et de faire en sorte que la ressource qui tombe sur mon champ, eh ben, elle passe le plus de temps, elle me soit le plus bénéfique
pour des temps les plus longs parce que ces variations, elles vont me donner des soucis par la suite. Donc, c'est vraiment ça. Ça, c'est le gros game changer, on va dire. Ouais. Alors, les bases de la collecte d'eau de pluie, on va pas, c'est pas très compliqué, hein, mais il vous faut de la pluie, donc des précipitations. Il vous faut une surface de collecte. Là, vous avez le dessin, mais c'est un toit, mais ça peut être à un niveau plus grand, ça peut être une parcelle, ça peut être un bassin versant. Donc, on est vraiment sur des différentes échelles là. Il va vous falloir un système de transport. Donc, ça peut être effectivement des gouttières à un niveau de toit ou des systèmes de travail de terre qui vont bloquer l'eau ou des travails de tranchées qui vont rediriger l'eau vers des points bas ou des points sur lesquels je sais pas, on a peut-être planté des arbres, par exemple. Et il nous faut cet espace de stockage, donc soit une citerne pour une maison, soit des boulis ou des pocaries, dépendamment de où vous vous trouvez, donc des surfaces, on va dire des points bas où on va avoir une accumulation des ruissellements. Donc ça, c'est très simple. Après, pour ceux qui veulent aller dans le calcul, c'est un calcul, vous seriez choqué, vous pourrez le faire peut-être après le café débat, mais de calculer combien tombe sur votre toit en quantité. Donc on est sur 800 millimètres à Genève. Vous calculez votre surface de toit. On va dire que le coefficient il est de 0,9 parce que tout ce que vous allez récupérer va aller en citerne et vous allez avoir la quantité d'eau disponible. Voilà, donc ça, vous faites le calcul et vous allez voir que combien d'argent vous pourriez économiser aussi en taxes et en taxes de toit et en taxes on envoie ça dans les tuyaux pour que ça parte dans le lac. Euh, donc voilà, ça c'est assez impressionnant et je pense que c'est quelque chose qu'on perçoit pas assez. Euh, alors. Les principes, on a essayé, voilà, là, on a essayé de déconstruire. C'est vraiment essayer de déconstruire parce que clairement, on est sur l'eau, on peut pas la boire, l'eau de pluie, c'est la solution du paysan. Nous, on attend le tuyau. Bah, tu peux l'attendre longtemps, le tuyau, parce que il arrive pas. Euh, on va gérer. Donc voilà. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de dire on va gérer cette ressource de manière intégrée avec une approche qui est paysagère, c'est-à-dire on va regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et pas juste sur notre parcelle. Donc à avoir un peu cette compréhension-là. C'est pas parce qu'on arrive dans une école et qu'on creuse un puits qu'il y a forcément de l'eau. Parce que si dans les 20-30 kilomètres, ça a été tout déforesté, bah, l'eau, elle arrive et elle draine jusqu'à la rivière et l'eau, elle disparaît. Par contre, si on arrive et qu'on dit, bah, en fait, l'école, effectivement, c'est un point, mais il y a un traitement de l'ensemble de la zone autour et l'ensemble. Donc, ça, on peut comprendre que pour ceux qui sont pas du secteur de l'eau, ça soit un peu compliqué. Mais une goutte d'eau, nous, on la gère à un niveau de bassin versant. C'est-à-dire que il faut regarder depuis où la goutte va tomber. Est-ce qu'elle tombe à droite? Est-ce qu'elle tombe à gauche? Et puis l'ensemble de ces gouttes va venir nourrir des rivières, des fleuves et recharger ces nappes souterraines. Donc effectivement, si on se dit ah bah la situation elle est compliquée au niveau d'une école, en fait c'est bien plus large qu'il faut regarder. Euh, il faut respecter la ressource. Nous c'est vraiment aussi quelque chose qu'on quand on arrive dans une école bleue, la première des choses, c'est pas de forer. C'est-à-dire qu'on est dans un respect de la ressource et dans un équilibre entre ce qu'on retire du sol et ce qu'on va venir remettre. Donc, être aussi dans cet équilibre-là. À Genève, bah voilà, maintenant il y a plus d'eau souterraine, enfin c'est vide. Donc bon, il y a le lac, donc ça va. Mais voilà, il y a cette ça c'est de l'ingénierie qui a fait qu'on tire, on extrait,
voilà, on a cette approche consommatrice de la nature. Et nous, on dit non, il faut arrêter ça. Ce qui tombe, il tombe et on gère l'eau de pluie là où elle tombe aussi. Ça, c'est un autre principe, c'est-à-dire que surtout pour ceux qui gèrent de l'urbain, ça a été la mentalité, c'était loin de moi cette eau. Tous les urbanistes, une présence de l'eau en ville, c'est des moustiques, c'est de l'eau, potentiellement de l'eau contaminée, donc des risques de maladies. Donc on draine et on envoie ça en station d'épuration ou dans des rivières, lacs. Non, maintenant on est en train de déconstruire ça. Voilà, enfin on peut. Et bizarrement, encore en 2024, maintenant, c'est comment on fait pour gérer l'eau là où elle tombe. Donc, effectivement, ça redemande de repenser comment on la gère, les trottoirs, les égouts, euh, autoriser la présence de l'eau dans des parcs, par exemple, quand il y a des grosses pluies. Voilà, donc ça, c'est encore une fois re-questionner le obvious ou le status quo, quoi. Bon, pour l'urbain, c'est arrêter tout ce tuyau. Hein. Faut dire que comme on a des millions de kilomètres sous pour envoyer de l'eau de pluie quand même dans le lac, et des millions de francs suisses aussi, pour le coup. Euh, et voilà, le principe d'après, c'est vraiment d'être dans ralentir les écoulements, donner du temps à la pluie et et pas être seulement dans donner du temps, mais être dans un multi-usage. Vous êtes dans une école en situation de stress hydrique, vous avez une première pluie, c'est pas que vous ouvrez les robinets, vous vous lavez les mains et puis vous laissez partir l'eau. Non, c'est que vous vous lavez les mains, cette eau grise, elle peut être récupérée, elle peut être appliquée pour du lavage de toilettes ou pour des applications agricoles ou petits jardins écoles. Euh, donc voilà, c'est d'être dans un multi-usage. Et là, à chaque fois, j'aime bien rappeler ça, mais il y avait un roi sri-lankais qui disait, mais cette ressource-là, elle doit être utilisée au moins 3 à 5 fois par l'homme avant même une relâche dans l'environnement. Donc il la collecte sur le toit, il l'utilise une première fois, il nettoie leur toilette, il l'utilise une deuxième fois, il la remet sur le terrain, il l'utilise une troisième fois. Donc voilà, il y a vraiment ce principe que l'eau, elle n'est pas infinie comme ça. Voilà. Pour finir rapidement, travailler dans une approche système, bon, ça va de pair avec, c'est-à-dire que, bah, en fait, prenez une école, voilà, pourquoi pas. Enfin, on peut collecter l'eau, avoir un usage pour de l'eau de boisson, avoir un usage pour aussi des jardins écoles, et tout ça, ça peut être connecté et ça peut aussi faire partie euh, du mix de l'eau pour des communautés alentours. Voilà. Nous, avec toute humilité, on dit pas que c'est la solution miracle, mais ça peut venir en appui aussi de solutions type puits, type forage, et venir sécuriser ces anciennes, enfin ces techniques-là, quoi. Donc voilà, un petit peu pour ce qui est principe. Là, il y a un ensemble d'outils. Si vous pouvez aller voir Samsam Water, vous pouvez géolocaliser votre point et il va vous faire une étude de tout ça, dépendamment de la disponibilité en eau et aussi de l'eau qui est nécessaire. Euh, voilà, nous, ça aussi, ça c'est des travails en système d'information géographique, de voir des points bas qui sont potentiellement des points où il va y avoir de l'accumulation d'eau. Et bizarrement, c'est là où se trouvent des pocaries, donc des réservoirs traditionnels qui ont été malheureusement oubliés. Mais c'est donc voilà. Donc nous, au Népal, on restaure des points de collecte comme ça, et ce qui permet de faire rejaillir de l'eau au niveau des sources en dessous. Donc voilà, c'est tout ça. Voilà, je sais pas Je si- précise qu'on enverra hein, la Ouais, présentation, donc tous ces liens vers les outils, etc. Vous ouais. pourrez les retrouver
si vous n'avez pas le temps de les noter. Ouais, alors là, voilà, ça c'était dans le cadre de l'atelier. On a eu un travail sur des fiches qui seront disponibles au niveau de FGC, PSA. Donc voilà, ce sont des concepts. Peut-être on n'a pas mentionné aussi, c'est que l'idée de ce projet-là, c'est que effectivement, je parlais avec ma collègue Eliane qui travaille aussi dans des écoles, mais mais nous on fait les écoles bleues, enfin on peut t'introduire à tout ça. Dans des écoles, en fait on a des projets, on a les mêmes problématiques, on peut vous introduire auprès de réseaux. J'entendais madame qui parlait au Bangladesh, on a tout un réseau sous-régional au Bangladesh et la problématique de l'eau souterraine, de la salinité de l'eau souterraine et du besoin alors soit comment désaliniser ou soit comment collecter effectivement de l'eau de pluie. Voilà, donc on va mettre à disposition l'ensemble de ces fiches. Peut-être on va pas aller en détail, mais il y a des méthodes. On va continuer à développer pour aller encore plus sur des points précis de systèmes, des systèmes de collecte d'eau de pluie. On a une dizaine, douzaine de fiches comme ça qui sont très spécifiques. Le bouli, c'est des zones de récupération d'eau, notamment au Sénégal. Les ailes, c'est une technique très efficace quand on parle de restauration écosystème. Faut arrêter de se dire qu'on va replanter des arbres sans eau. On commence par sécuriser la présence en eau. Et deux, on plante des arbres. Donc ça, il faut remettre les choses à l'endroit quand même. Donc les ailes, ça aide à avoir ces restaurations massives de terre. Euh, et bien sûr, cette interaction très, très proche entre la pluie, la terre, les arbres. Et là, on arrive sur la dernière technique qu'on utilise. Donc ça, ouais, cordon pierreux végétalisé. Attends, peut-être juste. Cordon pierreux végétalisé, ça, c'est gérer les menaces. C'est-à-dire que quand on a un sol où il n'y a plus rien, où il n'y a plus d'arbres, eh ben, on a un sol quand il y a une première pluie, qui vient nettoyer et complètement voilà, vient lisser, enfin, lessiver tout le sol agricole ou qui a pu être cultivé. Donc ça, ce sont des techniques efficaces de cordon pierreux pour venir stabiliser les sols. Alors là, on vous en montre un, mais bien évidemment, vous les construisez en série et vous jouez avec la topographie. Donc la topographie étant voilà, pareil, là on est sur du curatif. Après, c'est du gabion. C'est quand vous avez déjà de l'érosion très intense. Il y a un moment donné où il va falloir venir dire stop. Et là, vous avez des techniques qui vous remettent. On a été le voir en un an, en une saison des pluies. Là, le trou que vous avez entre les deux gabions, il existe plus. C'est-à-dire que la, voilà, c'est très, très efficace en termes de correction de ravines et correction d'érosion, quoi. Mais c'est plus du curatif, on va dire et voilà, le dernier qu'on utilise. Voilà, bien évidemment. Après ça, il faut replanter pour aller vers des systèmes agroforestiers. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Et c'est bien cette interaction entre terre, sol et arbre qu'il faut aller chercher. Mais c'est vrai il y a des étapes à ça. Merci beaucoup, Marc, d'avoir introduit du coup tout ce qui est gestion de pluie en termes théoriques et pratiques. En fait, l'idée de ce projet, c'est de venir sensibiliser deux types d'acteurs. Vous ici sur Genève, qui êtes dans la conception des projets en termes stratégiques, en fait, et puis également sensibiliser vos partenaires qui sont sur le terrain et puis qui ont plus une approche peut-être technique. Et donc, en fait, cette sensibilisation, on l'a faite au Sénégal
lorsqu'on a vu que voilà, il y avait beaucoup de partenaires de la FGC qui travaillaient sur le terrain au Sénégal, et puis que nous, on avait aussi une ONG qui fait partie de l'Alliance, qui est l'Association sénégalaise de gestion d'eau de pluie, qui a beaucoup de compétences et de connaissances. Et donc, du coup, on a un peu matché cette demande et puis ces savoirs. Et puis, c'est ce qui a permis de mettre en œuvre cet atelier de partage de connaissances. Il était un peu spécial parce qu'on est vraiment parti des problématiques de chacun et puis des connaissances de toutes les participants et participantes qui étaient présents. Et pour arriver sur des solutions ou des solutions accessibles à tous qui pourraient justement réutiliser au sein de leur projet. Projet qui n'est pas forcément uniquement dans l'agroécologie, mais des projets bien plus larges. Donc, il y avait des participants qui travaillaient en termes école, d'autres parcelles, d'autres dans les villes. Donc, c'était vraiment des projets très, très variés. Et donc, du coup, je vais laisser Nderama Si, qui est du coup la directrice de l'ASGEP, l'Association sénégalaise de gestion d'eau de pluie, qui pourra du coup vous détailler un peu cet atelier. Bonjour tout le monde. Je suis Ndaira Massi, directrice de l'Association sénégalaise pour la gestion d'eau de pluie. Bon, comme Marion l'a dit tout à l'heure, donc à partir de ces problématiques nous avons pu identifier des problématiques de chacun des participants. Comme vous le voyez, donc il y a l'érosion hydrique, il y a aussi les périmètres maraîchers, parce qu'au Sénégal, on note souvent, il y a des périmètres maraîchers où il y a l'inondation. Les périmètres maraîchers sont inondés pendant l'hivernage, donc les femmes ne peuvent pas y cultiver. Donc, ces problématiques, on a dû identifier des problématiques, à savoir comment on peut aménager ces périmètres maraîchers pour éviter les périmètres qui inondent ou bien utiliser cette partie euh, ou cette partie qui a tendance à inonder pendant l'hivernage. Donc, en ce qui concerne l'érosion hydrique aussi, comment faire pour lutter contre cette érosion hydrique? Donc, on a dû faire dans nos projets, on a dû résoudre certaines problématiques liées à cette érosion hydrique. Comme vous le voyez sur cette photo, c'était à Ndiaye Post. Donc, on a dû faire des gabions, des cordons anti-érosifs l'année dernière et qui ont eu un impact positif donc dans le village. Je pense qu'après, Marc pourra partager des photos avant et après euh, du village. Donc, comme aménagement des périmètres maraîchers à la suite des travaux de groupe et discussions élaborés. Donc, à la suite des travaux, des discussions, donc, nous avons pu faire, nous avons pu trouver des solutions, par exemple, aménager les périmètres maraîchers, mettre des buts, des tranchées suivant la topographie de la parcelle. En ce qui concerne aussi l'érosion hydrique, pour pouvoir lutter contre l'érosion hydrique, mettre des cordons anti-érosifs et des gabions pour pouvoir limiter la vitesse de l'eau, éviter aussi le ruissellement. Donc, en ce qui concerne aussi les écoles bleues aussi, en ce qui concerne les écoles aussi, on a pu faire des fresques murales qui permet aux élèves de faire des cours extramuros. Donc, en sensibilisant aussi les élèves aussi sur tout ce qui est gestion d'eau de pluie. Donc, en ce qui concerne aussi nos parcelles agroforesterie aussi, nous avons aussi pu faire aussi des arbres, par exemple les brise-vents, les mellifères qui permettent aussi de clôturer la parcelle, les brise-vents qui permettent aussi d'éviter l'érosion éolienne. Donc, à la suite de ces travaux, on s'est dit pourquoi pas ne pas plus aménager
ces parcelles agroforesteries en diffusant l'eau de pluie de façon plus efficace et plus simple. Donc, nous avons aussi, comme solution, nous avons aussi les citernes d'eau qu'on appelle calabash. Donc, je pense qu'après, nous pouvons voir ça. On a visité aussi voilà, on a visité certains des calabash qu'on a eu à faire en 2018 dans les ménages agroforestiers. Donc, si vous voyez ici, c'est un ménage agroforestier que IRA a accompagné en 2018 avec comme partenaire APAF Sénégal. Donc, ces citernes d'eau, nous avons pu visiter ça avec les participants. Donc, ils se sont rendus compte que l'eau de pluie, euh, on peut, on peut utiliser cette eau-là même après l'hivernage dans un ménage moyen, 4 à 5 ou 6 mois dans un ménage moyen. Donc, dans un grand ménage, on peut l'utiliser 4 mois, 3 à 4 mois après l'hivernage. Donc, même ce jour-là, même, il y a certains qui ont goûté même à cette eau-là parce il y en avait il y en avait de l'eau de pluie parce que ce ménage-là utilise cette eau-là comme boisson. Donc, eux, ils ne l'utilisent pas comme pour faire le linge. Il y a d'autres qui l'utilisent pour faire le linge, la lessive et tout. Mais eux, ils l'utilisent comme eau de boisson. Donc, il y a certains participants qui ont goûté à cette eau-là. Ici, comme vous le voyez sur cette photo, il y a comme les fresques murales qu'on a eu à réaliser. Si vous voyez, c'est le cycle de l'eau. Donc, cette fresque-là aide les enseignants à faire des cours extramuros qui font partie de leur programme. Donc, comme vous le voyez ici, aussi, c'est dans une parcelle agroforestière. Donc, cette parcelle-là, on a eu accompagné ce paysan-là en 2018. Donc, comme voilà, il y a toute une partie de l'agroforesterie. Donc, juste voir comment plus aménager nos parcelles agroforestières pour mieux diffuser l'eau de pluie, essayer de retenir le plus l'eau de pluie dans les parcelles. Donc, je pense que Marion, je pense que c'était tout. Voilà. Donc, nous avons aussi visité des boulis. Les boulis, c'est là, par exemple, les cuvettes qui se forment pendant l'hivernage, on essaye de les surcreuser pour pouvoir retenir l'eau de pluie le plus possible. Euh, Comme ça, les pasteurs pouvons, les pasteurs peuvent l'utiliser comme abreuvement de bétail parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de conflits entre agriculteurs et pasteurs, entre les transhumants et les paysans. Merci beaucoup, Ndarama, pour cette introduction à l'atelier. Donc, Merci c'est beaucoup. un peu les thématiques que voilà, on a abordées pendant l'atelier. Et puis, l'idée, c'était vraiment de mener une réflexion commune et puis trouver des solutions communes aux problématiques qui avaient été exposées en début d'atelier. Et au final, ce dont on s'est rendu compte et ce que les participants ont pu voir, c'est que ce sont des solutions qui sont pas si difficiles à mettre en place et vraiment pas forcément coûteuses. C'est vraiment dans la réflexion, dans la manière dont on conçoit le projet et dont on conçoit les activités, que voilà, il faut toujours avoir un peu cette ressource de l'eau de pluie derrière la tête et se dire, OK, je construis une école et je garde cette composante eau de pluie. Et ce qui ne demande pas voilà, des aménagements ou vraiment un budget exorbitant pour ça, quoi. Donc, c'était un peu les conclusions, puis se dire que voilà, c'est tout un écosystème qu'il faut arriver à faire. Et puis, pas juste voilà, penser peu de pluie. Voilà. Euh, Ensuite, pour la dernière intervention, on va laisser Monsieur Studer prendre la suite. Euh, il va nous donner le témoignage de Antoine Colli qui a participé justement à cet atelier. Donc, je vous passe peut-être le... Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Si vous vouliez avoir le compte-rendu de l'atelier où il y avait toutes les thématiques qui ont été abordées, tout ce qu'on a pu faire, vous pouvez scanner le QR code ou sinon vous pouvez le retrouver sur notre site internet également. Donc voilà, c'est très, très intéressant avec les interventions de chacun et chacune avec
voilà, différentes photos aussi. Bonjour tout le monde, mon nom est Claude Studer, j'interviens pour le SIT, Syndicat interprofessionnel de travailleuses et de travailleurs, qui est une organisation membre de l'AFGC depuis de très nombreuses années. Si mes souvenirs sont exacts, le SIT a même été une association fondatrice de l'AFGC à l'époque. Et puis, je précise tout de suite que je fais un compte-rendu ici de l'atelier de sensibilisation à l'eau de pluie qui s'est déroulé les 15 et 16 avril à Djilor, dans la région de Fatick au Sénégal. Et je n'apporte évidemment pas un témoignage puisque je n'ai pas participé à cet événement. Je ne fais que restituer ce que m'a raconté en détail le partenaire local, le gestionnaire de AKT qui était sur place. Alors, à l'invitation de l'IRA, la FGC a proposé aux organisations membres de faire participer leur partenaire local à cet atelier. Et puis, le site, il conduit plusieurs projets de développement en Afrique de l'Ouest. Actuellement, il y en avait d'autres en Amérique du Sud par le passé, dans les domaines de la formation syndicale, en Côte d'Ivoire et en République de Guinée, de la défense des droits des femmes, notamment les violences faites de la lutte contre les violences faites contre les femmes au Sénégal, et des projets de formation de jeunes défavorisés en République de Guinée. Dans ce dernier domaine, le partenaire local est une ONG inscrite à Conakry, l'association Koutina. J'appellerai par son acronyme AKT par la suite. Donc, AKT est soutenu par le site dans 2 projets financés par la FGC, qui sont en cours actuellement, qui sont de financer la formation de jeunes défavorisés, dont les parents n'ont pas les moyens de payer un écolage, qui n'ont pas de formation ni de métier, et qui a une durée de 3 ans dans les métiers les plus demandés et les plus recherchés dans l'économie informelle, qui sont la couture, la coiffure, la mécanique, la menuiserie, la teinturerie, la saponification, etc. Et maintenant, AKT travaille avec le site pour la conception et le développement d'un nouveau projet. C'est un projet agropastoral avec de l'agriculture intégrée et qui répond aux impératifs de protection de l'environnement et de répondre à l'impact climat, notamment la protection de l'eau. Et c'est dans ce cadre que le gestionnaire de AKT, M. Antoine Collier, à Conakry, s'est montré très intéressé et puis a décidé de participer à cet atelier, s'est rendu au Sénégal. Je précise que Antoine Collier a environ 45-50 ans et il a une formation universitaire en agronomie. Il a travaillé pendant quelques années dans d'un grand plan de l'État au niveau culture vivrière et maraîchère, et il a travaillé aussi quelque temps dans une autre institution de forestation. Donc, il est peut-être très, très intéressé parce que c'est lui qui sera aussi destiné à conduire le nouveau projet. Alors, maintenant, je fais un peu de restitution. L'objectif de l'IRA est de renforcer la prise en compte de la gestion de l'eau de pluie au sein des projets des différentes OM, en encourageant les partenaires à intégrer la gestion de l'eau de pluie dans leurs projets. Alors, l'atelier prévoyait séances d'information, des échanges et des partages, ainsi que des visites sur le terrain. Un grand apport de cet atelier était évidemment, avec la gestion de l'eau de pluie, non seulement la prise de conscience de l'importance de la récupération de l'eau de pluie, mais également l'importance du stockage de cette eau de pluie en vue de la réutiliser et notamment de pouvoir la consommer avec le meilleur état de santé possible pour les populations. Alors, plusieurs propositions pratiques ont été discutées pour cette gestion de l'eau de pluie. La construction d'un réservoir de grande capacité. Alors, l'exemple visité sur le terrain était un gros réservoir d'environ 5000 litres qui était construit en béton moulé autour d'un grillage avec un couvercle comportant une vanne et puis un tuyau qui permettait de récupérer l'eau du toit d'un bâtiment voisin.
Et ensuite, ce réservoir comportait évidemment aussi une vanne ou un robinet pour puiser l'eau, évidemment en bas de ce réservoir. Donc, tous les éléments de construction de ce réservoir ont été avec des matériaux sur place et puis de l'engagement de personnel sur place. Il y a eu une autre proposition qui était l'implantation d'un cordon pierreux et végétal pour lutter contre l'érosion et puis pour ravitailler la nappe phréatique lors des ruissellements. Une autre proposition était le creusement d'un espace pour retenir l'eau du ruissellement en créant un abreuvoir pour les animaux. C'est très utile en saison sèche. Je n'ai pas besoin d'y revenir plus avant parce que tout ça a été déjà dit, mais Antoine m'a demandé d'y restituer, donc je fais un peu des répétitions, mais c'est pour la bonne cause. Et puis, il y a aussi l'utilisation du paillage dans les cultures maraîchères pour diminuer l'évaporation de l'eau. En conclusion, Antoine Collier, gestionnaire de AKT, était très satisfait de participer à cet atelier de sensibilisation et à la gestion de l'eau de pluie. Il était très intéressé et a pris énormément de plaisir à participer activement à cet atelier, puis d'échanger avec les participantes et les participants. Il a retenu beaucoup de bonnes idées et de bonnes pratiques pour la récupération de l'eau de pluie. Il a appris énormément de bonnes astuces pour la construction d'un ouvrage de stockage de l'eau de pluie pour récupérer l'eau de ruissellement ou alors d'un toit d'un bâtiment annexe. Il a pu également partager son expérience de maraîchage puisqu'il a parlé de l'utilisation d'un système de planches creuses, c'est-à-dire de creuser des rigoles en dessous à peu près à 10 cm dans le sol pour les semis et ensuite utiliser le paillage pour éviter une trop grande évaporation d'eau par rapport à beaucoup de constructions qui se font sur place. J'ai pu le voir également, qui se font en butte. Et en construisant avec des buttes, qu'est-ce qui arrive avec le soleil et le vent? Ça assèche beaucoup plus facilement. Tandis que l'utilisation du système de planches creuses permet vraiment d'éviter une trop grande évaporation de l'eau et d'en récupérer évidemment s'il y a des précipitations. Voilà un petit peu, finalement, dans l'idée de mettre en lumière les changements et bénéfices engendrés par cette expérience, Antoine Collier sera donc tout à fait à même de pouvoir faire profiter toutes les participantes et tous les participants et bénéficiaires du nouveau projet agropastoral, je en parlais tout à l'heure, avec les éléments retenus dans cet atelier concernant la gestion de l'eau, en particulier la récupération de l'eau de pluie et les infrastructures destinées à lutter contre l'érosion et récupérer l'eau de ruissellement. Voilà, j'en ai un peu terminé avec une présentation et puis je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Oui, juste encore préciser que voilà, cet atelier, il a permis d'avancer en termes de solutions, mais il a aussi fédéré en fait au niveau du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont pu se rencontrer lors de cet atelier. Et puis c'était donc des partenaires qui sont amenés ensuite à travailler ensemble, puisque en fait les partenaires ici en Suisse sont toutes et tous membres de la PSA ou de la FGC. Et du coup, c'est quelque chose que les participants ont énormément apprécié. Ils nous ont d'ailleurs demandé de pérenniser ce groupe-là. Donc maintenant, il existe un groupe PSA, FGC de partenaires Sénégal autour de la gestion de l'eau de pluie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très chouette et qu'on souhaite du coup faire durer et que ça s'inscrit vraiment dans la durée quoi. Donc maintenant voilà, on est en train d'essayer de réfléchir à des aspects plus techniques, comment voilà, dans les projets, inclure concrètement cette gestion d'eau de pluie. Et du coup, on tenait beaucoup à remercier la FGC de nous avoir permis de faire cet atelier. Également la PSA. Isabelle, je sais que tu es présente dans le Zoom. Donc, merci beaucoup à toi pour le cadre de cet atelier, quoi. Donc voilà. Je me permets juste de vous repartager
les dates des prochains webinaires. Donc, juste pour préciser, ça sera en anglais puisque ces webinaires sont donnés en partenariat avec les ONG qui sont partie de notre alliance. Mais voilà, c'est sur vraiment des thématiques concrètes, techniques. Et du coup, ça peut être vraiment très intéressant de participer à ces webinaires. Je me permets de vous les remettre. Alors nous, on va relayer aussi l'information au fur et à mesure que ces webinaires seront informés. Donc là, c'est bien, on les voit, mais pour vous dire que ça sera C'est ça. relayé aussi par la suite, puisque c'est dans le cadre de ce projet de partage des savoirs. Autour du mieux. Donc, j'ai déjà des questions sur le chat qu'on va prendre. Et puis après, n'hésitez pas aussi à lever la main et même en réaction, hein, en témoignage, c'est pas forcément des questions. Donc, on a deux fois une question sur la langue par rapport au fait que est-ce que ces fiches techniques qu'on a survolées pourront être traduites, par exemple, en espagnol pour des partenaires qui seraient en Amérique latine, par exemple. On ne l'avait pas imaginé, mais oui, tout à fait. Enfin, de manière générale, on peut traduire. Je pense qu'il y a des outils aujourd'hui pour traduire rapidement ces fiches-là. Une petite relecture derrière. Une petite relecture. Mais oui, 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 c'est tout à fait possible. Et surtout, si ça vous intéresse, c'est euh, la mise en contact. On peut tout à fait mettre en contact. Enfin, je reprends l'exemple du Bangladesh. Là, voilà, enfin, il y a déjà deux, trois organisations avec qui je peux vous mettre en contact. Votre partenaire peut rentrer en contact et aller faire des visites. C'était aussi ça, le partage géo. C'est-à-dire que c'est très contexte, on va dire, c'est très spécifique au contexte. Il y a déjà des initiatives qui ont été faites. Et donc, c'était pas juste l'IRA toute seule, c'était l'IRA avec son réseau qui peut vous introduire une visite de terrain, on peut le prendre en charge ou quoi. Vous sortez, vous voyez, vous ouvrez, première étape, ouvrez les yeux, vous comprenez qu'est-ce qui peut être possible. Et puis après, voir s'il y a des séries nos partenaires, je sais qu'au Sri Lanka ou Bangladesh, ils ont des séries de formation qui est clairement techniques. Nous, on envisage peut-être aussi au Sénégal à voir, mais de rentrer. Donc voilà, il y a des choses qui se passent. Donc on peut connecter un petit peu les connecting the dots là, les connecter les points. Et comme ça, on avance ensemble et ne serait-ce que de voir et d'avoir le retour bah oui, ça marche parce que là, il y a encore deux choses qu'on a dit bah, sur les deux thématiques. Il y a une chose en filigrane qu'on parle pas assez, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le secteur de l'eau, c'est la charge de l'eau. C'est-à-dire que pour une famille, bah, c'est, on va dire, 5 litres d'eau par jour pour tous les besoins, boissons, hygiène ou quoi. Fois 6, c'est 30 litres d'eau. Donc, quand on doit aller chercher ça au puits et qu'on fait la queue avec 20, 30 autres personnes, déjà, c'est une heure et demie aller-retour. Le stockage de l'eau, si c'est juste ça, après une pluie, c'est plus de 500 à 1000 litres de sécurisé. Donc, c'est à la première pluie, en fait, l'impact. C'est ça ce qui, donc, en termes de temps productif ou de temps juste pour se reposer ou de temps, voilà. Donc ça, c'est la charge de l'eau, elle est importante. Et on avait on avait suivi parce que elle revient surtout aux femmes et aux enfants, hein, à l'invisible. Et un enfant népalais, il va chercher de l'eau le matin, il va chercher de l'eau le soir pour une famille de 6 7 personnes. Donc déjà, la topographie, c'est pas Genève, c'est pas plat, c'est 150 mètres de dénivelé, 30 litres d'eau, 30 kilos, on remonte, et puis voilà, ça, c'est la première partie de journée. Donc on arrive fatigué à l'école. Pareil le soir. Et on avait calculé, elle portait sur une année entière plus de 6 tonnes d'eau sur ses épaules et elle faisait près de 120 kilomètres aller-retour. Donc c'est terrible. C'est juste terrible. Et donc ça, c'est la situation.
Sur d'autres, on parle, le thématique 3, c'est rechargeons les pluies. Combien de fois on a des parcelles où il n'y a pas d'eau? On est là, on veut faire les planches, mais l'eau, elle était là il y a 3 semaines. Elle nous a envoyé toutes nos plantules dans la rivière. Et maintenant, il n'y a plus d'eau parce que on a le témoignage d'un paysan qui a fait alors très simple, hein, mais qui a dessiné son champ en créant des systèmes de cordons autour d'arbres, en jouant avec la topographie pour faire qu'il y ait un parcours de l'eau qui reste là. Son puits, il est passé de 0 à 6 mètres en une année. Donc voilà. Donc maintenant, à lui de bien gérer ce truc-là, mais sont des choses qui sont ultra à très fort impact et qui demandent pas de sortir des tracteurs ou quoi, quand bien même on peut avoir des choses structurantes. Ça demande juste de penser son territoire, penser là où on est et de penser comment on fait pour donner le plus de temps à l'eau de rester là, de rester sur notre champ, de rester, voilà, ouais, Alors, j'avais 2 questions en ligne et puis, alors, je vais alterner dans la salle, en ligne. Dans la salle, Brigitte, tu voulais commencer? Euh, oui, je voudrais volontiers donner un retour. Donc, nous avons eu la chance pour Jardin de Cocagne Solidarité Nord-Sud que 3 de nos partenaires puissent participer, dont 2 sont des nouveaux projets, enfin en cours actuellement, qui en plus ont réussi à se rencontrer de cette manière. Et j'ai trouvé plusieurs aspects vraiment très intéressants. D'une part, que c'était une proposition aussi pour des petits projets comme nous on soutient et que euh, ça crée, d'une part, d'avoir les informations plus théoriques et de voir aussi les expériences pratiques. C'est un atelier où on a reçu spontanément des retours. Alors, selon les formations de départ des participants, plus ou moins élaborées, mais néanmoins existants, et euh, aussi le lien entre ici, nos jardins et notre réflexion et la partie au sud, ça a vraiment dynamisé ça quelque part. Et ce qui m'a personnellement particulièrement fait plaisir, c'est que vous ayez aussi accepté de recevoir une personne qui travaille pour le jardin des personnes vivant avec le VIH dans la ville de Tambacounda. C'est un tout petit projet des jardins d'ici à cette association là-bas, mais qui a sa réalité, qui existe depuis plusieurs années, qui continue à fonctionner, même si le projet va s'arrêter, enfin, c'est arrêté, euh, et d'intégrer aussi cette diversité de personnes plus professionnelles et plus associatives. J'ai vraiment trouvé intéressant. Donc, merci. Merci pour le témoignage. Je note, je vous passe la parole. On a en ligne Thomas. Si vous pouvez juste dire de quelle organisation vous êtes, je vous passe la parole. Merci beaucoup, bonjour. Oui, Thomas de l'association Enfants du Monde. Merci pour ce partage d'informations et cet enrichissement collectif. Moi, ma question, c'était est-ce qu'il y a des méthodes qui ont pu être mises au point et testées pour la collecte des eaux de pluie à vocation de consommation? Justement, c'était aussi mentionné par la représentante de l'ONG au Sénégal, qui disait que certains foyers buvaient aussi l'eau de collecte. Voilà. Est-ce que c'est possible de faire cet usage, sachant qu'on connaît les contraintes d'acidité des eaux de pluie, parfois la variabilité un peu de la qualité des matériaux des toits ou des matériaux de construction des outils de collecte. Donc voilà, savoir si vous aviez des expériences concluantes et sécurisées en ce sens. Merci beaucoup. Alors là, je dois juste commencer parce que c'est une des légendes que l'eau de pluie, les pluies acides. Alors les pluies acides,
Il faut se le dire, c'est quelque chose qui est très localisé et qui va arriver dans une zone ultra urbanisée où vous êtes assis à côté d'une usine Céveso avec limite vous êtes assis sur la cheminée. Donc c'est très localisé. Le pourquoi c'est très localisé, c'est parce que l'eau de pluie n'étant pas minéralisée ou peu minéralisée, les métaux lourds ne prennent pas et vont très vite comment être filtrés. Donc c'est une croyance, c'est une légende qui est nourrie pour éviter que les gens décentralisent. Parce qu'en fait, la question de fond, c'est que nous, nos systèmes, c'est tous des systèmes de gestion d'eau centralisés. Si on commence à parler de décentralisation sur des systèmes au niveau des toits, là, ça implique des problématiques de transfert de pouvoir, des transferts dans le monitoring ou le suivi de la qualité. Effectivement, là, c'est pas la même chose et les gestionnaires d'eau ne souhaitent pas ça. Donc, c'est pour ça qu'ils bloquent mais de manière générale, c'est pas une problématique c'est pas quelque chose qui pose problème. Je passerai à la parole après à Florian, ingénieur EPFL, qui va nous donner encore plus. Mais on donnera aussi avec les fiches un ensemble de références pour vraiment consolider le fait que l'eau de pluie, si elle est faite de manière correcte et de manière à savoir, vous avez une surface de collecte qui est propre, vous avez un transport qui est maintenu et vous avez un stockage qui est nettoyé et en bon état, il y a très peu de risques que vous ayez une contamination. Après, si vous avez une surface de collecte abandonnée, un transport, une gouttière ou quoi que ce soit qui est pas nettoyé et puis un baril de je ne sais quoi qui collecte l'eau à ciel ouvert, là effectivement on va avoir des soucis. Donc voilà, il y a quand même cette chose-là. Mais de manière générale, bon, je te passe la parole pour. Qu'est-ce que tu vas voir? Ok. Bonjour à tous, merci de cette première précision par rapport à l'acidité. Donc, je viens juste complémenter par rapport à la capture d'eau de pluie gestion au niveau, donc décentralisé au niveau du household, du foyer. Donc, vraiment, on a plusieurs méthodes donc, de traitement. Donc, déjà, une des premières méthodes de traitement qu'on a, ouais, bon, ouais. On a en fait on ne récupère pas la première quantité d'eau de pluie qui va aussi, bon, peut-être aussi nettoyer les particules d'air, enfin de poussière qu'il y a dans l'air. Donc tout le premier volume d'eau de pluie, on appelle ça le first flush en anglais. On n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais c'est le premier volume d'eau de pluie va être stocké dans un autre réservoir à travers en fait un système de tuyauterie. En fait, c'est assez simple. Ça peut vraiment être mis en place très simple. La gouttière va tomber verticalement tout d'abord dans un volume. Il y a une des fiches techniques sur la capture d'eau de pluie qui sera transmise où on a vraiment le schéma. Donc ça, c'est premièrement le premier volume d'eau de pluie qui va nettoyer le toit, nettoyer les gouttières, nettoyer aussi l'air, n'est pas pris en compte, n'est pas stocké dans le volume d'eau potable. Ensuite, ce volume d'eau potable, ah oui, mais volontiers si tu as le schéma. On peut juste va montrer. Donc aussi, ensuite, ce volume, il faut savoir aussi le réservoir, qui est souvent la première cause de contamination d'eau, c'est le stockage de l'eau. Donc ça, ce réservoir doit effectivement être hermétique, doit être donc imperméable à toute contamination extérieure par des animaux, par le vent, par n'importe quoi, en fait aussi, par des déchets humains. Enfin, donc le réservoir doit être fermé, hermétique. Et ensuite aussi, on préfère, nous c'est pour ça qu'on aime bien les réservoirs en ferrociment. Premièrement, c'est vraiment hermétique au soleil. Donc ça va empêcher toute croissance biologique, bactériologique, qui est en fait souvent dépendante du soleil. Donc tout ça, ça va permettre effectivement d'empêcher le développement
bactérien et aussi des algues. Et en plus, en fait, le ferrociment, enfin, ou le ciment, ça a aussi garanti une fraîcheur de l'eau qui est aussi très, très appréciée dans les pays, en fait, tropicaux ou avec qui ont une grosse chaleur. Donc, l'eau est fraîche, de qualité. Ensuite, on va dire, après, bon, je continue, on va dire, au niveau du plaidoyer pour que l'eau est propre. On voit le robinet. Le robinet ici, il n'est pas au fond de l'eau. Donc, il y a deux aspects. Souvent, les polluants qui vont contaminer l'eau, ils ont rarement la même masse volumique que l'eau. Ils ont rarement le même poids de l'eau. Donc, soit ils vont flotter, soit ils vont sédimenter, soit ils vont couler. Et donc, en fait, ces deux aspects, en fait, vont empêcher qu'on capture ces polluants dans le robinet. Et finalement, encore un des derniers traitements, on laisse aussi un biofilm naturel se créer dans les citernes. On recommande de ne pas nettoyer la citerne trop souvent. Parce qu'en fait, c'est comme, on va dire, comme notre milieu dans notre estomac ou dans n'importe quel écosystème, tant qu'il y a une population locale qui est stabilisée, qui n'est pas pathogénique, ça va empêcher une colonisation d'un autre pathogène externe. C'est comme notre estomac, en fait, si on a un lavage d'estomac, on a débarrassé toute notre flore intestinale, on va être beaucoup plus vulnérable à des contaminations, enfin, ou d'autres infections. Donc, on recommande aussi de créer un biofilm naturel de bactéries qui ne sont pas forcément pathogènes. En fait, bactérie ne signifie pas forcément pathogène, mais juste un biofilm qui laisse. Et ensuite, on peut aussi faire des filtres. Donc, c'est un peu ça. Et globalement, l'eau de pluie est propre. En fait, toute l'eau qu'on stocke, qu'on boit, à un moment donné, ça a été la pluie. Et donc, en fait, ce qui l'a rendue, la contaminée, ben, c'est qu'elle a ruisselé sur du sol, qu'elle est rentrée en contact avec des contaminants. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Et on recommande ben, un nettoyage des toits de collecte, des gouttières. Mais globalement, l'eau de pluie est propre. Et donc, pour répondre vraiment globalement à la première question, comment les systèmes, c'est vraiment une citerne de collecte, comme on le voit sur le dessin, connectée à un toit. Idéalement, le toit, on préfère des toits pas en paille, en matière végétale, parce que toutes les matières végétales vont forcément créer beaucoup plus de détritus, vont souvent, on va dire, auront beaucoup plus de matière organique, vont avoir beaucoup plus de bactéries, ou on aime bien les toits en tôle, les toits en tuiles, ou les toits même en ciment, enfin, selon les toits plats, on peut aussi. Donc, tout toit de collecte, idéalement minéral, inorganique, est apte à collecter l'eau de pluie. Je ne sais pas si c'était. Ouais, je repasse. Merci. On a eu pas mal de gens qui ont levé la main, donc je vous propose Juste une dernière de précision. prendre- mais vraiment rapide. Ouais, non, mais il y a aussi, pour finir sur cette question-là, il y a aussi, et c'est important, on peut différencier le point de collecte du point d'utilisation. Donc, par exemple, dans les écoles, quand on construit une citerne, on n'a pas des élèves qui tournent autour de la citerne. C'est une zone qui est Protégé. ouais, protégée. Et après, on vient récupérer un volume d'eau nécessaire qu'on peut après encore repréfiltrer avec filtre argile, filtre céramique, mais surtout pas de chlorine, quoi. Donc voilà. Mais aussi dans cet aspect-là, ou limite avoir une petite citerne avant la citerne de stockage avec un filtre en sable, sachant que les filtres en sable vont venir prendre en charge plus de 95% de toutes les contaminations. Voilà, mais sinon, plus spécifiquement, on peut discuter par la Ouais. suite Les aspects techniques. ouais, des aspects techniques. Voilà. Merci. J'ai encore 4 personnes qui ont levé la main. Je propose qu'on en prenne 2 par 2. D'abord Catherine dans la salle et puis Philippe en ligne. Et puis après, j'ai Moïse et Constance. Merci. Merci beaucoup pour l'exposé. C'est vraiment passionnant. Il y a un point qui m'a manqué, c'est comment vous identifiez les bénéficiaires. Parce que là, on a beaucoup parlé d'échanges entre partenaires et puis en lien avec votre atelier. Mais quand vous construisez vos projets, qui sont vos bénéficiaires en fait? Comment est-ce qu'ils viennent à vous? Et puis, quelle est la part
que vous prenez en charge, par exemple, ces citernes? Est-ce que ça fait partie de vos projets que de financer les citernes? Auquel cas, ben, comment vous identifiez les personnes qui sont éligibles? Est-ce que les personnes qui en bénéficient payent une partie? Enfin, il y a tout ce lien avec les bénéficiaires qui m'intéresse encore. Merci. Ouais, ben, première partie. Alors, donc ça, on a une grille d'évaluation, clairement. Donc la difficulté d'accès à l'eau, la distance par rapport à un point de collecte. On va avoir donc des critères qui sont, on va dire, techniques et après d'autres critères qui sont plus sociaux. Clairement, au travers des structures villageoises, on va venir identifier les bénéficiaires, des femmes âgées qui peuvent plus faire ces allers-retours. Donc voilà, ça c'est vrai que alors euh, c'est comme ça qu'on fait l'identification. On évite d'aller des fois, il arrive qu'on soit sur comme je l'ai dit, on n'est pas sur de la solution unique. C'est très difficile dans une école de couvrir et de passer du manque d'eau à juste, bah ça va, je suis voilà autonome en eau juste avec l'eau de pluie. Donc on est souvent sur une palette de réponses. Donc souvent il y a des systèmes d'approvisionnement à proximité qui existent aussi, mais des services qui sont pas forcément donc on appelle ça qui sont intermittents. Donc on va avoir de l'eau de 3 heures à 4 heures du matin. Donc il faut être là avec sa bassine. Encore une fois, le système de stockage, il est intéressant parce que quand le stockage est vide, il sert de stockage. Enfin, quand la citerne est vide avec l'eau de pluie, il sert de stockage. Donc on peut avoir une quantité d'eau récupérée depuis le service d'eau s'il y en a un ou quoi. Voilà, on évite non plus de ramener d'autres sources type rivière, l'eau de rivière dans des citernes parce que là on a eu des soucis de contamination E. coli, enfin grave. Donc là c'est problématique. Donc ouais, principalement la distance, l'accessibilité d'un ménage ou d'une femme, voilà, à l'eau. Et puis après, et dépendamment après du besoin, en fait. C'est vraiment ce calcul-là. Quelle est la demande, quel est le besoin? On va dessiner des systèmes différents. Et les arbitrages, s'il y a justement Les arbitrages, ils sont au c'est niveau par le des, partenaire. ouais, c'est au C'est niveau des partenaire au partenaires. niveau des associations villageoises. Enfin, souvent, on passe par des structures villageoises déjà établies Hmm. et c'est eux-mêmes qui vont nous définir, enfin, désigner, enfin, les. Et après, effectivement, il y a un choix, enfin, il y a encore une sélection, encore un débat entre le partenaire local Ouais. et l'association souvent locale. Enfin, on passe par les autorités ou coutumières et autorités locales. Par rapport à la deuxième partie de la question, qui est le partage des coûts, là, je dois avouer que je l'ai mentionné, c'est très spécifique au contexte. C'est-à-dire que au début, j'ai dit que là, il fallait changer le logiciel. C'est clairement un état d'esprit, l'eau de pluie. Et dans des contextes type Népal, Sri Lanka, toute la sous-région, là, on est on apporte 30%. Les autorités sont conscientes du bénéfice, donc mettent 30%, et les familles elles-mêmes mettent 30%. Quand on prend, voilà, donc sur les coûts d'une calabash au Népal, on est sur combien? 600 francs en Suisse pour 5000 à 8000 litres d'eau. C'est aussi donc voilà, matériaux locaux, main-d'œuvre locale, tout ça. Donc ça c'est présent. On va venir demander tout le terrassement, le travail de terrassement, ou de faire manger les ouvriers qualifiés. Ça, c'est la prise en charge du ménage. Les matériaux locaux, tout le stockage, on va gagner parce qu'on va faire sur une zone, on va peut-être faire 30 citernes, donc on va acheter en une fois
et on va stocker dans une partie d'école ou quoi, sécurisée. Donc voilà, il y a des choses, mais on peut aller jusqu'à du 30-30-30. Donc voilà, mais ça c'est un état d'esprit. Au Sénégal, c'était vraiment, il fallait créer une demande et démontrer de la pertinence et de l'impact de ces choses-là. Je ne cache pas que là, on n'est pas encore passé à autant, mais il y a toujours une partie de prise en charge du ménage. Mais là, c'est vrai qu'on est plus sur du subside quand même. Après, ben, c'est aussi différent des types de citernes. En fait, par exemple, l'avantage, on va dire en tout cas de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne, c'est qu'en tout cas, le sable est souvent un matériau accessible et gratuit. Après, ça dépend des régions parce qu'on a des problèmes de salinisation dans le sable, de sable salé, qui va affaiblir énormément la citerne. Et donc, des fois, on était quand même obligé d'amener des camions, d'aller chercher le sable à un autre endroit. Mais globalement, en tout cas, la main-d'œuvre, le sable pouvait être amené localement. Après, les citernes, c'était aussi toujours le débat, comme disait Marc, c'est de faire un changement de mentalité parce qu'en fait, depuis des centaines d'années, ouais, peut-être, ouais, 60, 70 ans, on a vraiment créé cette déconnexion du système de capture d'eau de pluie. Si on parle avec les communautés locales, ils disent toujours, les anciens, à l'époque, ils faisaient la capture d'eau de pluie. Puis après, il y a eu l'arrivée des tuyaux. Ils ont commencé à détruire, à ne plus utiliser ces citernes. Et elles sont tombées à l'abandon. Et aussi, on va dire, les mentalités, en fait, ont aussi changé en disant que l'eau de pluie n'est pas potable, enfin, n'est pas bonne à boire. Et donc, il y a ce changement, enfin, comme vous avez vu la photo du système qu'ils ont construit, c'était la première citerne, en tout cas, de ce type qui a été construite au Sénégal. Et donc, après, en tout cas, de cette technologie, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu d'autres types de citernes, mais en tout cas, de ce type de citerne, qui est un modèle qui vient de Guinée-Bissau, qui a été développé depuis 20 ans en Guinée-Bissau. Et c'est vraiment, en fait, un changement de mentalité, de pratique. Après, en tout cas, là, ça fait depuis 4 ans, du coup, puis on a même plus 5 ans, 6 ans. Il y a un changement. Maintenant, il commence à avoir une demande. Mais ensuite, il faut quand même, ben, c'est créer un marché. C'est toujours difficile d'établir un marché sur place. Et en tout cas, ben, on a eu des contacts très bons, en tout cas au niveau de l'autorité communale, qui était prêt à faire des subventions. Après, ça n'a pas encore été mis en œuvre. Mais en tout cas, parce que bon, ça, c'était plus au niveau construction de projet qu'on n'a pas pu construire un projet en ce moment. Mais en tout cas, il y a un retour des autorités locales qui étaient prêtes à investir aussi en partie. Il y a aussi un retour des populations qui étaient prêtes à investir, même si ça n'a pas encore été mis en œuvre. Mais en tout cas, le changement est en cours. Et c'est vrai que, ben, en tout cas, en Asie du Sud-Est, qui a toujours pratiqué, en fait, qui n'a pas eu, j'ai l'impression, cette déconnexion comparé, enfin, après, c'est ma perception. Il n'y a pas eu cette déconnexion de la technologie de la capture d'eau de pluie. Ils ont toujours continué, en fait, avec les pumpkin tanks, les jarres. Ils ont toujours continué à faire cette culture qui est restée chez eux traditionnelle. Et donc là, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre et à demander un cofinancement parce qu'ils comprennent beaucoup mieux l'avantage qu'ils peuvent en retirer. Donc, ouais. J'ai une question. Voilà. Ouais, On a je t'en encore prie. 3 questions. Alors, Philippe, à toi la parole en ligne. Oui, merci. Philippe Heguer de l'association Innovation et Réseau pour le Développement. J'aimerais poser une question de tuyauterie, mais pas pour la circulation de l'eau. Mais quand deux projets souhaitent collaborer ensemble, IRA pour apporter son expertise en matière de récupération de l'eau et un autre projet, par exemple en agroécologie, comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est fluide ou pas? Voilà ma question. Bon, globalement, nous, on a travaillé en tout cas sur un projet. Bon, c'était pas lié en tout cas à la FGC. On a fait un projet de consultance. On est en train de mettre en place effectivement un peu de la consultance, donc du renforcement technique sur des aspects. Après, ça n'a pas encore été, on va dire, on a fait un projet pour l'instant, en tout cas. Mais globalement, en tout cas, de notre côté de l'IRA, on est ouvert, en tout cas, à faire du renforcement, d'apporter des conseils au niveau de projets, sur la technique, sur la mise en œuvre, mais aussi, en fait, de partager notre réseau, parce qu'en fait, avec l'IRA, on a notre expérience propre, mais on a aussi toute cette expérience de tous les partenaires, en fait, à travers le monde. Enfin, on a vraiment un réseau de
connaissance, d'expertise technique dans le domaine qui est vraiment disséminée à peu près partout. Ouais, c'est une grande surface de la planète. On arrive à trouver et après même à travers ce réseau, on arrive aussi à faire boule de neige, à rebondir et à peut-être trouver d'autres. C'est quelqu'un, on a montré une carte avec un réseau, ça c'est vraiment le réseau actif de l'IRA. Mais ensuite, il y a encore d'autres partenaires qui ne font pas encore partie du réseau actif, mais qui existent. Donc, il y a plein d'autres pays où on peut, à travers ce réseau, encore trouver, en fait, élargir ce réseau. Donc, après, peut-être, je vais passer à Marc. Mais de manière très, si tu parles de projets au Burundi, d'ailleurs, on a vu qu'il y avait une concentration d'initiatives au Burundi, une demande sur ces thématiques-là. On a pris le téléphone, on a été voir et on a des initiatives à montrer sur cette gestion des ruissellements, sur des parcelles agricoles, sur des parcelles agroforestières, sur même à des niveaux de route. Enfin voilà, enfin il y a plein de choses qui se passent dans la zone. Donc c'est vraiment ça, et de se mettre en contact et de dire ok, une journée vous partez, vous allez voir la collecte des systèmes de rétention ou des systèmes de lutte anti-érosive parce que vous avez ces problématiques-là et on vous connecte avec les personnes dans la zone où, voilà. Et en plus, il y a quand même un contexte euh, climato, on va dire, spécifique. C'est-à-dire que c'est vrai que les réalités du Sénégal, des zones Sahel, très sèches, même on en parlait avec le partenaire de site, c'était très tropical, donc c'était complètement des techniques différentes. C'était plus gérer le trop d'eau parce qu'il pleut beaucoup plus. Et donc, on va avoir des techniques de éviter que nos plantations soient noyées plutôt que d'éviter, enfin, plutôt que du garder l'eau parce qu'on n'en a pas assez. Donc voilà, il y a ces possibilités-là et le partage géo, c'était vraiment mettre ça, et ne serait-ce, enfin, on n'est pas là pour aller jusqu'à enfin, on peut le faire, enfin, s'il y a des demandes, on peut le faire. On a discuté avec Isabelle, comment on peut faire au niveau de Gilor pour avoir de l'eau. Nous, on a des problématiques de salinité et tout ça. On a regardé, on a dit, bon, voilà ce qui pourrait être fait au niveau des toits. Ouais, voilà, donc c'est ça, de voir un petit peu spécifiquement, pas forcément nous en tant que tels, aller sur le terrain ou quoi, mais de vous mettre en contact et que vous puissiez prendre la mesure des choses de ce qui peut être fait, voilà, au moins dans la zone géographique spécifique. Et justement, le Burundi est le prochain C'est lieu ça, bon, de c'est l'atelier. c'est écrit en cours, mais c'est planifié. Enfin, on va voir avec les forces. Excellent. On a une question de Moïse et puis après Constance. Vas-y. J'étais beaucoup intéressé, vraiment, votre présentation m'a beaucoup plu, en ce sens qu'elle recoupe une réalité que nous vivons vraiment sur le terrain. Nous avons euh, un programme qui court depuis 2015 et qui est justement basé sur ce thème. Et le projet, c'est la valorisation des ressources en eau du Sourou. Le Sourou étant une rivière, un affluent donc de la Volta au Burkina. Et cette rivière, elle est frontalière, elle sert de frontière entre le Burkina et le Mali, ce qui peut poser déjà un petit problème de gestion, justement, du partage de ces eaux que nous essayons de traiter dans notre programme, qui s'intègre dans un programme un peu plus élargi au niveau régional, appelé Programme de gestion intégrée des ressources en eau du Sourou, qui est un programme financé par l'Union européenne. Nous, en 2015, nous avons déjà dévancé ce programme en soumettant justement à la FGC ce programme qui court en ce moment. Nous sommes dans notre troisième phase. C'est une question bien sûr très intéressante, c'est très vaste. Bien sûr, je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a un élément, une question qui m'interpelle et qui recoupe justement la question de Catherine. C'est au niveau des bénéficiaires. Nous travaillons dans une région où les populations, les communautés sont mixtes.
Et dans un contexte de conflit, de zone de conflit, comment vous gérez justement la gestion de ces points d'eau quand vous avez deux communautés, par exemple, chez nous, les Peuls et les Dogons, qui s'entre-déchirent depuis un certain temps. Bon, nous avons trouvé à notre petit niveau quelques solutions, mais c'est peut-être des solutions temporaires qui nous permettent en tout cas de réaliser nos projets. Mais en l'idéal, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez pensé un peu sur ce thème? Alors, au Sénégal, donc là, c'est vraiment par rapport aux boulis, donc aux étangs de rétention. En tout cas, nous, dans notre zone, il y a effectivement les mêmes problématiques entre les éleveurs pastoraux et puis les agriculteurs. Et aussi, moi, j'imagine, c'est le même problème où les pastoraux sont souvent des migrants. Enfin, ils sont en transhumance. Ils viennent pas forcément de la zone, ils viennent d'une zone extérieure et puis ils viennent juste passer un moment, faire paître leur bétail, s'abreuver, puis après, ils continuent à voyager. Et donc là, en tout cas, nous, nos étangs de rétention, ils ont été créés donc à travers donc les autorités coutumières locales. Et je sais que dans notre zone, après, c'est peut-être une zone plus stable, on va dire, au niveau étant des conflits entre les pasteurs et les agriculteurs. Je sais qu'il y a un organisme de gestion. Enfin, ils ont réussi à créer un comité de gestion qui inclut aussi des pasteurs dedans. Et donc, il y a en tout cas un accord. Et je sais, en tout cas, parce qu'ils ont des bassins, ils ont des points d'eau qui sont déjà existants. Bon, ça, c'est des forages avec des bassins d'abreuvement qui existent. Et donc, je sais qu'il y a déjà une structure qui a déjà été établie où, en fait, chaque pasteur doit aussi payer un droit d'accès par tête de bétail pour pouvoir faire abreuver son bétail. Donc, c'est vrai que nous, on s'est inséré, en fait, avec ce système. Il y a ces autorités coutumières qui sont insérées, en fait, qui ont établi ce lien. Et on a pu utiliser un peu cette structure. Après, nous, effectivement, en tout cas, les étangs de rétention, on est encore à un stade assez précoce où pour l'instant, on a fait la réhabilitation. En fait, il faut savoir, l'étang de rétention, on le surcreuse, on le revégétalise sur le pourtour pour, on va dire, le renforcer sa résistance à l'érosion éolienne et aussi l'impact du soleil. Mais donc ça prend du temps, c'est un processus qui prend du temps. Et donc, c'est vrai que c'est en cours. Mais pour l'instant, on n'a pas eu, enfin, on a eu. Oui, il y a des tensions, effectivement, parce que c'est toujours, on a le sujet de l'eau, enfin, intervenir sur l'eau. Enfin, il y a eu des peurs qu'on a intervenu parce qu'au début, on a dû quand même protéger nos plantations d'arbres. Et donc là, ça crée des conflits, un peu des tensions. Mais pour l'instant, enfin, moi, je pense, la solution, c'est créer des comités de Mix. mitigation, enfin, de discussion. Mais... Vas-y. Oui. Un usage plus, on va dire, boisson, les retours d'expérience, c'est que le communautaire, ça fonctionne pas. Voilà, c'est assez pour les retours. Parce que dès qu'on a plusieurs toits, on se dit, on a plusieurs toits, on les connecte, on se fait un réservoir plus grand, on fait des économies, on va dire, dans la construction de ce réservoir. Sauf qu'il y a toujours une famille ou un groupe qui va prendre plus d'eau. Donc là, on bascule dans avoir. Euh, il faut avoir un compteur. Chacun a une clé, avoir une quantité d'eau définie. Enfin, ça devient une gestion très complexe et aussi pour la maintenance et tout ça. Donc effectivement, on privilégie pour aussi sécuriser les investissements, on va dire le côté ménage de la chose, sécuriser, voilà, parce qu'on a des retours. Voilà, enfin c'est pas mal d'années de retour d'expérience que le communautaire comme ça en gestion pluviale, il est difficile à faire. Mais ça, c'est pour une citerne. Mais ça, c'est pour une citerne boisson, on va dire. Boisson. Après, retravailler des points bas, retravailler des points de rétention ou quoi, qui aide aussi la biodiversité, qui aide aussi l'écosystème en général et le bétail s'il est de passage par là. Là, effectivement, il faut travailler avec les structures qui existantes et trouver un terrain d'entente.
Voilà, bon, c'est sensible, hein, ce sont des questions sensibles, les questions d'eau dans tous les cas. Après, et quand on est en conflit armé, là pour le coup, c'est vrai que je sais pas s'il y a Ouais. de solutions ou quoi. En même Merci, temps, ça donne des pistes en tout cas. Ouais, ça donne Je vais des prendre pistes. une dernière question de Constance. Après, il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on dépasse déjà le temps. Désolée, j'ai une main levée. Alors, Constance Bolsmayer, je travaille chez Enfants du Monde et je vais très volontiers venir vers vous pour les réseaux locaux. Et j'avais encore une question par rapport au coût à laquelle vous avez déjà partiellement répondu. Mais en fait, je me pose la question, enfin, pour passer à une plus grande échelle avec ces technologies, il faudrait les proposer en fait à un coût intéressant pour d'autres acteurs locaux ou des bailleurs, etc. Donc, est-ce que vous avez déjà aussi pensé à ça? Et je pense notamment à ce que vous avez dit de la désalinisation de l'eau, parce que moi, j'ai toujours entendu, mais c'est peut-être faux, que c'est une technologie chère. Donc, Ah, non, mais je mais- parlais de problématique de. Ouais, désolé. Finissez peut-être la question. Mais Ah, oui. désalinisation, c'est salinisation des sols et salinisation de Ah, l'eau. ok. Donc, moi, Et donc, désalinisation, c'est plus amener de l'eau de pluie et la garder, en fait. Et en Ok. amenant l'eau de pluie, les problématiques de salinisation côtière, c'est qu'en fait, on a trop pompé dans le sol avec les pluies et on n'a pas assez infiltré. Et donc, en fait, c'est l'eau de mer qui rentre, l'eau de bras de mer qui rentre dans les sols. Et donc, en fait, pour lutter contre cette salinisation, bah, faut juste infiltrer l'eau de pluie pour qu'elle reste dans les sols. Et puis, du coup, c'est le volume d'eau qui va être capturé dans le territoire qui va repousser l'eau vers la mer, en fait. Et d'une manière plus générale, alors par rapport à ces technologies, par exemple les citernes, etc., à un coût intéressant pour d'autres. Alors, par rapport à ça, ça été une grosse thématique. Nous, on avait un projet, on était. Alors déjà, il y a le design de la citerne. Si vous avez, bon après ça passe en génie civil, mais si vous avez une citerne avec des angles, vous avez de la pression qui exerce et vous avez besoin de renforts avec des barres métalliques acier. Donc là, ça vous fait exploser les coûts, sachant qu'il y a une grosse pression sur ces marchés-là. C'est pour ça qu'on passe avec ces systèmes qu'on appelle réservoir citrouille ou réservoir calabash. Donc une calabash, tout simplement, c'est rond et ça vient répartir l'effort en fait. Et donc on peut passer sans avoir du rebar, enfin des renforcements acier. On peut avoir une citerne où on a juste du chicken wire, enfin c'est du grillage poulet. On a besoin de briques locales. Donc, vous construisez votre maison, vous avez un tas de briques, de 200 briques. On va venir construire les pourtours de la citerne. On va venir appliquer la première couche. On vient consolider avec du filet poulet et plus du grillage, un petit fil de métallique, et on vient mettre comme ça 4 couches. En 6 jours, on a une calabash de 5 à 10 000 litres. Donc, sachant que le matin, on peut travailler les maçons, ce qu'on faisait, c'est que on travaillait le matin une première calabash, on la laissait sécher, et on allait sur une deuxième calabash l'après-midi, comme ça on avait une optimisation. Et on arrivait au bout d'une semaine donc à avoir 8 calabash en 6 jours. On est passé au Sénégal, c'est 300 francs, donc on peut le faire baisser encore plus. Donc voilà, mais après, ce qui peut faire baisser le coût, c'est d'avoir des staffs formés, une grosse préparation préalable, voilà, des matériaux, le coût du transport sur des zones inaccessibles ou quoi. Donc ça, si vous avez du matériel de transport, ça aide. Et puis après, l'économie d'échelle, si vous achetez pour 30, voilà. Donc vraiment, on peut réduire. Il y a des moyens, mais c'est vrai que ça reste, bon, les coûts des matériaux de base restent là, quoi. Donc, Après, ça dépend toujours du pays, du contexte. Enfin, il y a des zones, comme j'ai dit, si on n'a pas les problèmes de salinisation des sables, il y a certaines zones où le sable, il est gratuit, en fait. On peut l'acheter, et ce qui est quand même le gros coût du matériau.
Est-ce qu'il y a une contribution exactement enfin, des bénéficiaires? Et tant aussi la main-d'œuvre non qualifiée, parce qu'en fait, il y a 2 maçons qualifiés, mais après, il y a 3 autres aides-maçons qui peuvent aider, qui peuvent aussi provenir du village, qui peuvent être avec le circuit ou comme ça. Mais donc, c'est vraiment, tout dépend du contexte. Et en tout cas, ben, on n'a pas aussi les mêmes systèmes que ce soit en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Sud. Chaque pays, enfin, chaque contexte aura son type de citerne qui est plus adapté au climat, adapté au contexte. Par exemple, en Asie, on n'a pas la disponibilité du sable, qui est vraiment, et donc du coup, on doit faire effectivement transporter du sable en camion pour le faire venir. Des fois, dans certains endroits. Et là, ça me permet, votre question, ouais, de dire, enfin, juste mentionner une dernière chose. Là, on parle de nouvelles constructions, mais on peut aussi dire, mais en fait, on va réutiliser. Vous avez un champ, vous avez un puits que vous utilisez pas, eh ben, vous venez et vous avez déjà le volume qui est là, qui a été vidé. Dit, bah, on vient le clôturer. Enfin, on vient utiliser ce volume-là pour de la collecte. Et donc, vous réutilisez le volume du puits. Comme citerne. Voilà, comme une citerne, mais comme une citerne enterrée, en fait. Donc voilà, et ça c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire que l'eau de pluie, elle peut venir appuyer et sécuriser des systèmes type puits en redirigeant des ruissellements vers les puits, faire en sorte qu'il y ait une remontée de la nappe phréatique, donc venir sécuriser des investissements qui ont pu être faits au préalable. Préalable. Au préalable. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Merci pour toutes ces réponses, pour les présentations. On voit que c'est une thématique passionnante. On arrive, on a de la peine à s'arrêter, mais je suis quand même obligée de terminer ce café débat. On a eu à la fois des informations très intéressantes sur des bases. Qu'est-ce que la gestion de l'eau de pluie? Qu'est-ce qu'il faut déconstruire? Donc, on a appris énormément de choses. On a vu aussi avec le partageau, le projet partage des savoirs, ce qui a déjà été fait avec les témoignages et puis les étapes à venir. On communiquera sur ces BO binaires et puis les outils que vous avez déjà développés avec les fiches et puis qui pourront être partagées éventuellement. Traduites si c'est possible. Donc, on va continuer à suivre ce projet de partage des savoirs et puis on vous laissera vous mettre en contact. Je peux toujours faire le point de relais entre l'IRA et vous si vous voulez vous mettre en contact et on vous enverra les présentations. Un grand merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.